Madame, Monsieur, c'est avec un plaisir renouvelé que nous vous retrouvons pour cette nouvelle édition de Scène de Presse, votre débat dominical. Scène de Presse, c'est des journalistes de poids qui revisitent les faits majeurs de la semaine écoulée et croisent le verbe en toute liberté. Scène de Presse, c'est aussi et surtout des experts qui nous éclairent de leur science. Au menu de ce 439e numéro, le train de l'année scolaire 2017-2018 est sur les rails depuis lundi dernier. À bord, toute la communauté éducative, mais aussi tous les marronniers de la rentrée. Effectifs pléthoriques dans les écoles, collèges et lycées, le manuel scolaire avec ses tares et ses avatars, les établissements clandestins, les frais d'APE toujours plus élevés. Des mauvais points qui impactent négativement le rendement des enseignants et des apprenants. Alors, question, l'école ordinaire tant souhaitée relève-t-elle de l'utopie au regard des équations jusqu'ici insolubles? Scène de Presse ouvre le débat. Fédération camerounaise de football, maître de Néapi, porté à la tête du comité de normalisation ce week-end. Ainsi en a décidé la mission FIFA-CAF qui vient de séjourner au Cameroun. La presse prise à contre-pied en est à chercher des connivences, voire des accointances entre le groupe des 5 et les différentes factions qui se battent pour la gestion du football camerounais. En attendant, les élus prennent la mesure de leur tâche et déjà une prise de contact avec la tutelle. Deuxième instance du genre en moins de 5 ans, le comité de normalisation version Dieudonné Api est attendu sur sa capacité à écrire une nouvelle page du ballon rond au Cameroun. Peut-il remporter la partie? Scène de Presse s'interroge. Également au menu, vos rubriques habituelles. La revue de presse, le zooming et un portrait Jules-François Famawa, entrepreneur camerounais et fervent défenseur de l'école dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et maintenant, faisons connaissance avec nos invités du soir. Christelle Avom est notre guide. Aoundja Sata Catherine résout l'équation insoluble de la rentrée scolaire avec nous ce soir. Inspecteur général des enseignements au ministère des enseignements secondaires, cette enseignante au département de français à l'école normale de Yaoundé est docteur de littérature comparée et francophone. Elle a fait toutes les classes d'enseignement du primaire à l'université via le secondaire. Elle est notre expert ce soir. Georges Alain Boyomo est le directeur de publication du célèbre quotidien Mutation. Lauréat de la 31e promotion de journaliste de l'ESTIC, l'éditorialiste a souvent griffonné dans les colonnes du Messager et a prêté sa voix à Radio Campus. Président du club des journalistes politiques du Cameroun, il tient des cafés politiques avec les leaders du régime en place et son opposition. D'un éditorialiste à l'autre, Jean-Bruno Tagné fait partie de ces journalistes dont la plume alarmiste ne laisse pas indifférente. Issu de la 34e promotion de l'ESTIC, le nouveau directeur général adjoint de Canal 2 International a commencé par balader sa plume à Mutation, puis au journal Le Jour. L'analyse intrinsèque des systèmes, il la connaît. De la débâcle à la tragédie, l'auteur nous a récemment proposé l'économie de la gestion de notre équipe nationale. Gervais Armel Maï est avocat spécialisé en droit pénal forestier et faunique, en droit pénal de l'environnement et en droit du sport. Conciliateur arbitre à la Chambre de conciliation d'arbitrage du CNOSC, il a fait ses classes à l'université de Ngaoundéry. C'est en 2000 qu'il entre en cabinet chez Maître Antoine Marcel, prodige de la promotion 008. Gervais Armelman a commis un article sur le référé sportif au Cameroun. Raphaël Vogo est senior reporter à l'agence de presse Chine Nouvelle. Ancien journaliste à Cameroun Tribune, sa passion du politique l'a assigné à la couverture de grands événements africains et mondiaux. Des interviews qui se rangent dans l'exclusivité, il en a plus d'une vingtaine avec différents chefs d'État. Son autre passion, c'est le football, de la couverture de rendez-vous sportifs, notamment les derniers matchs de la CAN 2012, aux interviews de nombreux joueurs et coachs. Il trouve le temps pour travailler avec Manu Dibango dans le cadre de la mise en place de la Cameroon Music Corporation. Yves Bouencha Yope est le cofondateur de la Transcontinental Trade International Cameroun. S'il aborde plusieurs classifications professionnelles de la CMCA au Online Marketing and Management,
of social media, ce soir, c'est sa connaissance du milieu sportif qui nous interpelle. Plusieurs fois directeur de différentes chaînes de télévision privées, Yves Bouencha est notre expert foot ce soir. Il nous aidera à déchiffrer la nouvelle panacée attribuée aux instances fêtières du football camerounais, le comité de normalisation. Merci Christelle. Tous nos invités répondent présents ce soir. Georges Alain, bonsoir. Bonsoir Lucrèce, bonsoir à vos téléspectateurs. Alors, le quotidien Mutation a entamé une série cette semaine sur les mauvais points de l'école au Cameroun aujourd'hui. Mais en réalité, ce sont des marronniers. On en parle chaque fois. Tous les septembre, on en parle. Tous les mois de septembre. Alors, vous savez que la répétition est la mère de la pédagogie et les journalistes sont également des pédagogues, des enseignants. Alors, la série ouverte par Mutation consiste effectivement à passer en revue tous les sujets qui sont inhérents à la rentrée scolaire. Chez nous, il est vrai que ça ronronne, mais il faut toujours les remettre sur le tapis. Nous avons commencé par les frais d'APE, Association des parents, élèves et enseignants. Nous avons également parlé des établissements clandestins. Chaque année, on annonce qu'il y a un certain nombre qui sont fermés, mais curieusement, à la rentrée, certains rouvrent allègrement leurs portes. Nous avons également parlé de ce problème d'effectifs. On a parlé de 80 élèves par classe du côté du ministère de l'enseignement secondaire, mais la réalité parfois... 60 dans les classes de 6e et 80 dans les autres classes. Voilà, et la réalité parfois en déphasage avec cette prescription ministérielle. Nous n'allons pas nous arrêter là. La semaine prochaine, nous allons adresser d'autres problématiques. Le manuel scolaire, par exemple. Le manuel scolaire qui n'est pas toujours disponible, on aura certainement l'occasion d'y revenir, mais aussi un certain nombre de pratiques, par exemple les cours de répétition à l'école. Tout cela intéresse forcément les lecteurs qui, pour la plupart, ont compris que finalement, l'annonce de la rentrée véritable est souvent 1 ou 2 semaines après la rentrée officielle parce que les parents prennent encore le temps de mettre la machine en marche, et même du côté du corps enseignant ou du corps administratif, la mayonnaise ne prend pas directement. On a l'impression qu'on se presse lentement. Alors, Madame l'inspecteur générale des enseignements, bonsoir. Bonsoir Lucrèce, bonsoir à tous les téléspectateurs de scène de presse, bonsoir à tous les panélistes. Alors, je voudrais vous interroger sur le manuel scolaire. Que se passe-t-il avec le manuel scolaire? Est-ce qu'il est si difficile que ça de ramener l'orthodoxie dans ce secteur-là, dans le secteur du choix du manuel scolaire? Il n'est pas disponible, on le change chaque année. Il y a un texte du Premier ministre qui n'est pas respecté. On dit 3 ouvrages au plus par niveau et par classe, et par matière, autant pour moi. Mais jusque-là, rien de ces mesures n'est respecté. Que se passe-t-il avec le manuel scolaire? J'ai envie de dire, pourquoi s'amuse-t-on avec le manuel scolaire au Cameroun? Bien, merci Lucrèce. Le problème du manuel scolaire est un problème assez délicat parce qu'il touche, il est au cœur même de l'enseignement. Mais je voudrais d'emblée dire qu'il ne faudrait pas que l'outil dépasse la main. Parce que Saint-Exupéry nous disait que l'outil prolonge le bras. Et ce que j'appelle l'outil ici, c'est bien le manuel. Et la main, c'est le programme. Chaque fois qu'un enseignant rentre dans une salle de classe, il exécute un programme. Mais j'ai l'impression que pour l'homme du commun, pour l'opinion publique, c'est d'abord le manuel. Il est bon d'utiliser le manuel. C'est d'ailleurs le livre de l'élève. Il faudrait que nous le comprenions comme ça. Maintenant, en ce qui concerne les textes qui régissent le manuel scolaire, le véritable problème de la communauté éducative, c'est le nombre. Et vous savez tous que l'année dernière, le secteur éducatif, en l'occurrence le Minédub et le Minesec, ont été traînés vraiment à la barre. Il faut le dire ainsi, parce que lorsqu'on vous convie sur la table des députés, les élus du peuple, il faut quand même prendre du recul. Et cette activité-là est aujourd'hui encadrée par le Premier ministre lui-même.
Mais les résultats tardent à se faire ressentir sur le terrain. Cette année, on a les mêmes problèmes. Le manuel scolaire n'est pas disponible et les parents sont aux abois, les élèves également. Oui, tout à l'heure, vous parliez du nombre de livres. Je sais quand même que si on revisite la liste des manuels, on verra que c'est maximum 3. C'est maximum 3 par matière. C'est déjà beaucoup, Madame l'inspecteur. Oui, parce que une fois sorti de l'Assemblée nationale, le ministre des enseignements secondaires a instruit une revisitation de tous les manuels au programme. Les inspections de pédagogie ont donc fait un premier tri. Et ce tri a été respecté peut-être à 80%. Vous savez, vous parlez de disponibilité du manuel. On peut ne pas avoir le manuel qui est attendu dans les librairies et on garde malheureusement un manuel qu'on voudrait bien sortir des programmes. Donc, ce premier tri a été fait et validé au premier ministère. Et donc, nous avons sorti un bon nombre de manuels des programmes. C'est entendu, nous reviendrons sur une proposition qui est faite par le syndicat national autonome de l'éducation et de la formation à propos du manuel scolaire au cours de cette émission. Le temps pour moi d'accueillir Jean-Bruno Tagné. Bonsoir. Bonsoir Lucrèce. Alors, à l'entame de cette édition, nous nous posons la question de savoir si on peut véritablement arriver à cette école ordinaire qu'on souhaite au Cameroun. On en parle depuis des années, mais on a l'impression que ça relève de l'utopie. Quel est votre point de vue là-dessus? Oui, malheureusement, parce que chaque année, effectivement, à la rentrée scolaire, les mêmes problèmes se posent. On parlait du manuel scolaire tout à l'heure, on va en reparler parce qu'il y a tellement de choses à dire sur la question du manuel scolaire. On n'apprend pas ailleurs que dans les livres, c'est dans les livres qu'on apprend. Et donc, si le manuel scolaire a un problème, c'est l'éducation en général qui a un problème. Donc, au-delà du manuel scolaire, il y a les effectifs, il y a même la condition des enseignants. Tout se passe chaque année comme s'il y avait une impréparation au niveau des autorités en charge de l'éducation nationale, parce que il vous souvient que il y a environ 2 semaines ou 3 seulement qu'on a affecté par exemple les enseignants, ce qui pose un problème. À quel moment ces enseignants vont rejoindre leur poste, organiser la rentrée scolaire, même les inscriptions dans les établissements scolaires, on a ouvert ces inscriptions-là, je pense de manière tardive, parce que jusqu'au moment où nous parlons, les gens continuent de s'inscrire dans les établissements scolaires. Donc, il y a un goût... il y a quand même un calendrier, mais qui n'est pas toujours respecté par les parents. Voilà. Donc, chaque année, il y a comme une impréparation de la part... Comme si on était surpris par la rentrée. Comme si on était surpris par la rentrée. Donc, je pense qu'à un moment donné, il va falloir définitivement régler la question de l'école au Cameroun, parce que les mêmes problèmes reviennent, les effectifs pléthoriques, la condition des enseignants, et également très très important, je l'ai déjà dit, la question du manuel scolaire qui change un peu n'importe comment. On a vécu dans qui est devenu une marchandise. Qui est devenu une marchandise, et ce n'est pas le professeur Marcelin Vunda-Etoa qui me démentira, lui qui parle de mercantilisme dans la question du manuel scolaire aujourd'hui. Et on est bien obligé de se rendre compte qu'il y a, c'est lui qui utilisait cette même expression, comme une marchandisation de l'école aujourd'hui, et pas étonnant que le niveau de nos élèves chaque année baisse, c'est-à-dire que les sacs des enfants gonflent, mais en termes de l'acquisition des connaissances, ça commence à être un tout petit peu chétif. Je pense qu'il faut prendre le problème à bras le corps pour les résoudre. Alors Raphaël Moubogo, bonsoir. Bonsoir. Très heureuse de vous recevoir sur le plateau de scène de presse pour la première fois. Plaisir partagé, merci. Alors, dites-nous, vous êtes plutôt un doigt accusateur sur la pression qui est exercée sur les élèves aujourd'hui. Vous dites par exemple que les enfants vont à l'école de lundi à vendredi, voire de lundi à samedi. Pour vous, c'est un peu trop et ça joue également sur leur rendement. Alors, Lucrèce, je voudrais, avant de répondre à cette question, convoquer une réalité. L'école que nous faisons, elle vient d'où? Elle vient d'ailleurs. Elle vient de notre ancien colonisateur. Et il se trouve qu'au moment où nos enfants reprennent le chemin de l'école, la France vient de décider de passer à une semaine de 4 jours de classe. Et
la journée de l'élève commence à 8 h, s'arrête à 13 h, et le reste de la journée, l'enfant s'amuse. Qui plus est, non seulement c'est 4 jours de classe par semaine, le premier trimestre est le trimestre le plus long de l'année scolaire. C'est pratiquement 4 mois. On a commencé le 4 septembre, ça va s'arrêter le 22 décembre. Alors, la France, jusqu'au congé de Noël, entre-temps, les élèves français auront 2 mini-congés. J'ai envie de vous dire que comparaison n'est pas raison. Hein. Non, j'en arrive justement. Pourquoi je convoque cette réalité, c'est pour dire quoi? La France se rend compte que l'enfant français subit une pression énorme. Il faut donc baisser cette pression, mais chez nous, nous avons des enfants que nous devons déposer à l'école à 7 h du matin au plus tard. Surtout pour le système privé, pour un certain privé. L'enfant, il est pris dès 7 h, on le libère à 15 h 30, il a 1 heure de pause, et ça veut dire que cet enfant que vous déposez à 7 h, parce qu'il faut qu'on ait une société qui s'interroge, qui fasse des études. Et là, j'ai envie d'interpeller, est-ce que nous avons des psychologues de l'enfant dans notre système national? Dans notre système. Certainement. Alors, ces psychologues de l'enfant, il faut bien qu'on les entende. Où sont les médecins? L'ordre des médecins doit prendre cette question à bras le corps, parce que ça touche à la santé de l'homme. Un enfant qu'on commence à absorber, parce que cet enfant, il se réveille à 5 h du matin. Et dans le meilleur des cas, il arrête sa journée à 21 h. Donc, et c'est une non-stop. Et cet enfant, il subit une pression qui est très forte. Et certains établissements réussissent même encore l'exploit de les occuper le samedi, de les occuper le mercredi après-midi. Ce qui est grave là-dedans, Lucrèce, la question qui se pose, en fait, là-dedans, on se rend compte que notre société n'a pas encore défini le type de citoyen qu'elle recherche pour ce que nous appelons aujourd'hui. Alors, il faut revoir, vous pensez qu'il faut que l'école camerounaise fasse son aggiornamento. Est-ce que c'est un point de vue que partage Madame l'inspecteur générale? Vous pensez que l'école camerounaise doit refaire ses classes, doit faire sa mue, autant pour moi? Merci Lucrèce. Je salue le discours de Raphaël qui interroge vraiment notre système. Mais il faudrait comprendre que si nous voulons vraiment résoudre le problème de l'école au Cameroun, cette approche devrait être holistique. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement l'affaire de l'administration scolaire. Vous avez évoqué le problème des psychologues. Oui, il faut voir quels citoyens voulons-nous former. C'est d'ailleurs la question primordiale. C'est cette question-là, c'est de cette question que doivent découler les programmes d'enseignement. Quels citoyens? Bon, la loi d'orientation nous dit qu'il nous faut que l'école doit fournir des citoyens enracinés dans leur culture et ouverts au monde. Alors, tout de suite, Raphaël me dira non, il n'y a pas d'enracinement. Je ne vois pas d'enracinement. C'est vrai, nous avons aujourd'hui langue et culture camerounaise à l'école, mais là également, l'implémentation n'est pas encore totale. Mais personnellement, j'ai commis un ouvrage sur l'évaluation de la gestion des séquences 10 ans après au Cameroun, dans les établissements secondaires du Cameroun. Effectivement, ce que vous relevez, je l'ai relevé, j'ai même mis un plan d'implémentation de cet outil. Lorsque vous dites que l'année est inégalement répartie, c'est aussi vrai. Mais vous savez, le système éducatif évolue. Il est dynamique. Merci pour le mot, il est vraiment dynamique. Ce qui fait que vous ne pouvez pas vous lever un matin et dire, comme on a mis 6 séquences, il n'y a plus 6 séquences. Maintenant, passons à 5 séquences. Il faut une réflexion. Il faut déjà interroger pourquoi les autres avaient mis 6 séquences. C'était pour quel objectif? Mais en ce qui concerne notre système éducatif, et là, je fais valoir en quelques secondes mon parcours parce que j'ai travaillé, j'ai enseigné au primaire, j'ai enseigné au secondaire et à l'université.
Le problème, il y a tout, c'est au niveau du secondaire. Peut-être qu'on pourra revoir cette articulation de l'année. On expérimente quelque part, je ne veux pas dire où, mais on expérimente, on verra si la répartition en 4 grands moments peut résoudre le problème. Merci Madame l'inspectrice. Nous allons marquer un premier arrêt dans cette édition de Scène de presse. Je vous l'ai promis, nous allons écouter le syndicat national autonome de l'éducation et de la formation. Nous allons écouter précisément Monsieur Paul Ambiono qui nous dit ce que ce syndicat propose en ce qui concerne le manuel scolaire au Cameroun. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous proposons que ceux qui veulent que leur livre rentre au programme, qu'ils déposent le livre au niveau du conseil, que le conseil ne disparaisse pas, qu'ils déposent le livre en 10 ou 12 exemplaires au niveau du conseil. Le conseil se charge de le rendre anonyme en arrachant par exemple la couverture, mais en ayant la possibilité de le reconnaître quand il reviendra. Et ils envoient les livres dans les 10 régions, dans les inspections régionales. Et à ce moment, les inspecteurs régionaux par matière prennent les enseignants qui sont sur le terrain, ils évaluent le livre. Et quand les livres reviennent donc, l'évaluation, l'expertise revient au niveau du conseil, à ce moment, on choisit le livre qui a eu la meilleure note. Et c'est celui-là, un seul livre, qui devient donc commun à tous les établissements. À ce moment-là, donc, on peut interpeller les éditeurs. On leur donne un cahier de charges. Celui qui l'assume mieux, c'est lui qui édite le livre. Ça fait que les librairies n'auront pas de problème. Parce que quand il y a 3 livres au programme, même si vous avez une maison aussi grande que la CATV, vous allez stocker tous ces livres-là où? Parce que ce n'est pas le même livre pour la même matière. Il vous faut donc un stock énorme. C'est pour ça qu'il y a des ruptures. L'éditeur va éditer, il va produire les livres. Quelle assurance a-t-il que ces livres-là seront écoulés? Le libraire qui va acheter, qui va prendre les livres pour vendre. Merci. Nous écoutions donc là Monsieur Paul Ambiono qui est représentant du syndicat national autonome de l'éducation et de la formation. Retour au livre unique. C'est une proposition que vous partagez, Raphaël? Oui, puisqu'on a fait l'école avec le livre unique. À l'époque, par exemple, pour le français, on avait un livre, mon livre unique de français. Et Lucrèce, pourquoi ne pas revenir à ce système? Et ce que je commençais à développer tout à l'heure, ça veut dire quoi? Ça veut dire la pression que nos enfants subissent. Nous avons, par la suite, des enfants qui ne sont pas compétitifs. Et nous voyons les taux de déperdition scolaire au fur et à mesure que l'enfant évolue, qui sont élevés, mais on n'en tient pas compte, on ne les interroge pas. Ça veut dire, le système, l'enfant que nous voulons, nous sommes un pays agricole. Quand vous avez un enfant qui évolue, vous n'avez pas le temps de lui apprendre comment on cultive le maïs qu'il consomme. Et parfois, c'est même des réalités qui ne sont pas les siennes. Qui ne sont pas les siennes. Et parfois, on est dans la théorie. Et Lucrèce, on se retrouve finalement avec une société qui est... Quel type de société? Nous sommes une société du discours. C'est entendu. Et très peu d'action. C'est entendu, Jean-Bruno. Il faut évoluer. Jean-Bruno. En fait, Lucrèce, le problème du livre scolaire au Cameroun, c'est un véritable scandale. C'est vrai que rien n'est assez scandaleux au Cameroun pour mobiliser les gens, pour que les gens sursautent et décident de mettre fin quand même à la chienlit, si je peux me permettre. Au-delà de la question du livre unique, il y a également le choix des livres et des manuels que l'on met au programme. On ne met pas un livre au programme par fantaisie. Je crois que lorsqu'un livre entre au programme, c'est le couronnement du parcours d'un ouvrage ou alors le couronnement du parcours d'un auteur. Dans un pays qui a eu la chance d'avoir des grands écrivains comme Ferdinand Oyono, Mongo Betty, Calix Beyala, Patrice Nganan, Leonora Miano et tout ça là, Guillaume Nombia, que des kidam aient leur livre au programme, c'est quand même
inacceptable, surtout que la qualité même de ces livres est sujet à caution. Marcelin Vunda Etoa a fait un excellent travail là-dessus et il montre que d'abord c'est un véritable commerce sur le choix des livres. Vous voyez un type qui produit un livre et 6 mois plus tard il est au programme. Pas quelle alchimie, sauf s'il a remporté entre-temps le Goncourt. Et voilà. Et deuxième chose, normalement quand on prend un livre c'est pour apprendre. Mais nos enfants s'abrutissent avec les livres qui sont au programme aujourd'hui, du moins certains livres. Des livres truffés de fautes, qui sont truffés de coquilles, des livres qui ne racontent rien d'intéressant, des lieux communs. On ne peut pas construire une véritable citoyenneté dans un pays avec des ouvrages qui n'ont aucune problématique. Quand un gars avait lu par exemple Ville Cruelle, quand un gars avait lu Le Mandat, quand un gars avait lu beaucoup d'autres ouvrages au programme, beaucoup d'autres livres au programme, il y avait la construction même de la personnalité d'un élève à travers ses lectures. Mais aujourd'hui, avec ces ouvrages, donc il faut qu'on sorte de cette logique de commerce qui est en train de guider le choix du livre scolaire aujourd'hui. Georges-Alain Boyo, comment revenir à une école ordinaire avec des livres, j'ai envie de dire des livres normaux et non des livres qu'on a sortis du premier tiroir d'un inconnu? Je pense qu'il faut que l'éducation revienne au centre de notre projet de société, parce que sans l'éducation, on ne peut pas édifier une société digne de nos ambitions. Le livre, c'est un problème fondamental parce que, comme Jean-Bruno l'a dit, c'est dans le livre qu'on apprend. Je pense qu'il y a des pistes qui sont tracées. Ce n'est pas faute des pistes que les choses n'évoluent pas. Je pense que la commission où il y a des éminentes personnalités sur le plan intellectuel, comme le professeur Tabi Manga et d'autres, je pense ils ont dit qu'il y a un certain nombre de livres. On a essayé de caler un quota de livres par classe. J'espère que ce sera appliqué déjà cette année. Mais également, il ne faut plus que les livres changent à un certain rythme. Cela a été dit dans les prescriptions de la commission. Parce qu'un enfant qui reprend la classe, parfois obligé, les parents sont obligés d'acheter de nouveaux livres. Voilà. Celui qui vient, son frère cadet ne peut pas l'utiliser. Donc il y a un certain nombre de... Il y a également la qualité même des livres qui doit être appréciée d'abord par les inspecteurs. C'est un secteur pédagogique, j'entends. Donc, si tout cela est fait, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas des livres de qualité. J'aimerais dire un mot sur le système de séquence qui, au départ, fait beaucoup rêver, fait beaucoup fantasmer. Mais à l'épreuve des faits, il est clair que ce système-là est en train de montrer toutes ces défaillances. J'espère que l'étude qui a été faite par Madame l'inspecteur sera un jour mise à la disposition du public, notamment la presse, parce que aujourd'hui, il n'est plus question véritablement d'acquérir un certain nombre de connaissances par séquence. Il y a un crédit horaire qui est alloué à chaque matière et on attend un certain nombre d'acquis de l'apprenant avant de passer à l'évaluation. Or, ce n'est plus le cas. On se contente d'évaluer à la fin de chaque séquence et on fait la somme et on essaie de trouver le niveau de l'aide. Donc, ce n'est pas toujours le reflet. Aujourd'hui, on a des gens essentiellement mal formés qui ne sont plus compétitifs, comme Raphaël l'a dit. J'espère que les propositions, puisque je vois Madame acquiescer, j'espère que ces propositions seront prises en compte à sa hiérarchie. Alors, Madame l'inspecteur, remettre ce système à plat. Madame l'inspecteur des enseignements au ministère des enseignements secondaires, permettez-moi la répétition. Je voudrais savoir comment la question des effectifs sera abordée cette année. Comment va-t-on résoudre ce problème quand on sait que beaucoup de métropoles se retrouvent en sous-effectif, ou tout au moins n'ont pas assez d'établissements scolaires? Comment on fait pour résoudre ce problème-là? Est-ce qu'il est envisageable, par exemple, qu'on crée plus d'établissements scolaires là où on en a le plus besoin? Bien, Lucrèce, avant de répondre à votre question, permettez-moi très rapidement... Vraiment très rapidement. Oui, de revenir à la question du manuel. Je me dis quand même qu'avec le groupe de travail qui est mis sur pied par le Premier ministre aujourd'hui, la question du livre trouvera une solution. Je suis très optimiste parce que je fais partie de cette commission. Donc, nous vous promettons de gérer, de régler. Oui, et surtout, trop de commissions, trop de sessions, trop d'ateliers. Je voudrais quand même que vous compreniez aussi qu'au-delà du support papier, il y a également, on peut avoir le livre électronique. Et donc, aujourd'hui, vraiment, pendant que vous accumulez... Il faudrait que les parents puissent avoir les moyens d'acheter l'enfant tous ces supports-là. Juste son téléphone, il a son livre, son bouquin, il lit. C'est à nous de revoir notre système. Bien, la question des effectifs. Même dans les collèges privés. La question des effectifs, c'est aussi le parent. Le parent sait que
le ministre a pris sur lui de dire à haute intelligible voix, il n'a fait que reprendre d'ailleurs ce qui existait déjà. Nous savons que pour les classes de 6e, ce qui est recommandé, c'est 60 élèves. Et nos classes sont d'ailleurs conçues pour 60 élèves. Mais voyez le harcèlement des parents. Ont-ils seulement le choix, madame l'inspecteur? Les parents ont-ils seulement le choix? Les parents ont le choix. Est-ce que l'offre en établissement scolaire est suffisante? Oui, le problème aujourd'hui, c'est que comme c'est Jean Tabi, il faut inscrire mon enfant à Jean Tabi, il faut que ce soit. Il y a des établissements tout autour. Maintenant, vous demandez qu'on crée des établissements. Où est-ce qu'on ira chercher les enseignants? Parce qu'il se pose également un problème d'adéquation entre le nombre de salles de classe et le nombre d'enseignants. Et vous tous, vous savez que beaucoup de Camerounais entrent à l'école normale pour aller chercher... Excusez-moi, madame, mais quand on voit le nombre de... en 30 secondes... quand on voit le nombre de diplômés de l'enseignement supérieur au chômage au Cameroun, je pense que s'il y a un problème d'enseignants au Cameroun, on peut très rapidement le résoudre. Des enseignants qu'on retrouve dans des ministères qui n'ont rien à voir hors des salles de classe. Mesdames, messieurs, permettez que nous marquions un autre arrêt. On ne recrute pas. Madame, messieurs, permettez que nous marquions notre arrêt dans cette édition de Scène de presse pour aller à la rencontre de monsieur Jules-François Fomawa qui s'est fait le défenseur de l'école dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest à travers ses œuvres, et c'est sous la plume de Caresse Essiane. C'est dans le portrait de la semaine. Qu'ils reprennent le chemin des classes le 4 septembre. Voilà l'objectif que s'est fixé Jules-François Fomawa. On était à Mundemba. Chose curieuse était, n'est-ce pas, de constater que même pendant les vacances, les enfants n'avaient pas l'intention de retourner à l'école le 4 septembre. J'ai été obligé d'entrer tout de suite, je peux appeler ça un peu une campagne de sensibilisation. Et j'ai même été obligé de puiser dans mes propres fonds pour que dans ce village-là, les différents responsables s'attellent à offrir des kits scolaires aux enfants. De Mundemba à Manfé, de Ndop à Bambalang, en passant par Babanki et Ndjinibi, où il a offert des forages d'eau potable, l'homme d'affaires de 45 ans a, à chaque étape, prêché la bonne parole d'un retour effectif à l'école au premier jour de la rentrée scolaire. We will help. People don't lie, Una. Children have to go to school. I am in the CPGM party, but I don't come here like CPGM. I come here like Cameroonians. I come here like kid and son of Southwest. I come here to talk to you guys, help all these children to follow their future. De la parole aux actes, l'élite a offert des ordinateurs et une enveloppe de 10 millions de francs CFA pour l'achat des fournitures scolaires à ses enfants. Une action républicaine qui est venue se greffer à d'autres pour que les élèves du Nord-Ouest et du Sud-Ouest embarquent eux aussi dans le train de la rentrée. Retour sur le plateau de Scène de presse et place nette à la deuxième une de votre débat ce soir. Nous parlons du comité de normalisation à la FECAFOOT, les désormais connus. Et nous accueillons sur le plateau deux experts, Monsieur Yves Yopa qui est expert en sport. En business de sport, autant pour moi, et Maître Gervais Mailly qui est expert, lui, en droit du sport. Enfin, ce n'est que cette casquette-là que nous évoquons sur ce plateau. Alors, Maître, tout de suite, comment avez-vous accueilli cette décision de la mission FIFA et CAF qui vient de séjourner au Cameroun? Merci de me poser la question. J'ai, comme tous les Camerounais, été victime du suspense qui nous a tenus en haleine pratiquement pendant toute la semaine.
on peut être, j'aurais pu dire, content de ce que des nouvelles personnes arrivent, mais pendant qu'on est content, on peut quand même caresser le vœu pieux que ces nouvelles personnes puissent venir faire le boulot pour lequel elles ont été appelées. Est-ce que ce comité peut produire une copie à la mesure des missions qui lui ont été assignées? Sur le principe, je pourrais dire, on peut avoir l'impression qu'on a des illustres inconnus, mais tout de même, j'ai le sentiment profond que les personnes qui ont été choisies ont été tirées au volet. Il est donc fort possible qu'on ait une bonne copie à la fin. Maintenant, ce que je voudrais dire à ce propos, c'est que peut-être on peut avoir de nouvelles personnes, mais dans des outres qui sont vieilles, parce que les belligérants à ce conflit restent les mêmes, les nouvelles personnes, sur le plan de la gestion humaine, devront s'accommoder, n'est-ce pas, de ces différentes parties et trouver la juste mesure. Alors, le comité est constitué ainsi qu'il suit: Maître Dieudonné Appiqué, président; Maître Marcel Denise Ambomo, vice-président; Maurice Samuel Bellet Dimo, membre; Dr Abdou Marou, membre; et Kevin Jomo Kamdem, membre. Monsieur Yves Yopa, bonsoir. Bonsoir Lucrèce, bonsoir. Alors, ce que vous trouvez suspect dans ce comité-là, c'est surtout l'opportunité. C'est le moment où ce comité-là arrive qui vous pose problème. Oui, il pose un sérieux problème. C'est un comité qui n'était pas attendu. Nous savions tous qu'il y avait une situation délétère avec la résolution du TAS qui n'avait pas semblé interpeller la FIFA. Et coup sur coup, après le désistement, l'affaire Ahmad et le cabinet Pricewaterhouse, on découvre donc un comité qui vient à l'issue d'une résolution venant de la FIFA. Et je suis interpellé totalement parce que j'ai été impliqué aux affaires depuis 1993. J'étais au chevet de la FECAFOOT par 3 fois. Ce qui me semble suspect, c'est le fait que d'abord, quand vous regardez la genèse de l'opération, c'est d'abord un conflit fédération-État. Parce qu'on gère le patrimoine de l'État, et l'État se désolidarise, cède une partie de sa souveraineté à la FECAFOOT à la demande de la FIFA en son temps, c'est-à-dire dans les années 90, quand on voudrait qu'il y ait des élections. Et c'est depuis ce temps-là qu'il y a un problème de ligne de démarcation. Et ça engendre donc une série de passages de FIFA, au point où on a une normalisation, et aujourd'hui celle-ci est décriée sans qu'on sache trop pourquoi, et on se retrouve avec un comité qui arrive lorsque la FIFA, il n'y a pas très longtemps, avait, au moment où je devais signer avec Emmanuel V en 1995, lorsqu'il s'agissait de la CAN en Afrique du Sud, Emmanuel V était président du CPG. Et la lettre que nous avions reçue, c'était que les comités provisoires doivent être l'émanation des présidents de clubs. Et donc, Emmanuel V n'avait pas le droit de signer le contrat Nike. Donc, il fallait donc que ce soit Mahad Daher qui sorte à la maison, qui signe le contrat étant à la maison avant que s'engendre le conflit que vous avez vu, les élections. Donc, alors, que doit-on comprendre? Est-ce que la FIFA, véritablement, aurait changé de statut et de texte, cette vision-là? Est-ce que si demain, les présidents de clubs useront donc de ces pouvoirs qui leur sont reconnus par la FIFA, s'ils se réorganisaient et ces présidents décidaient de mettre un comité de normalisation, qui serait plus légal aujourd'hui? Parce que je crois que le problème, de mon point de vue, on a un problème camerounais. Nous avons un problème. Je n'ai rien contre les leaders qui sont là en place, mais j'ai peur que... C'est un problème simplement camerounais qui peut être résolu par les Camerounais. Eux-mêmes, ils ont montré qu'ils ne pouvaient pas toujours résoudre ce problème-là. C'est les Camerounais qui sont allés vers la FIFA pour la résolution de ce problème. Vous permettez qu'on continue, s'il vous plaît? Alors, Jean-Bruno Tagne, quel commentaire vous suggère ce groupe des 5? Pour vous, c'est des profils neutres? Oui. Des personnes à qui on peut faire confiance? J'avoue que j'ai pas grand-chose à dire sur la composition des membres de ce comité de normalisation. L'une des choses qui me fait plaisir quand même, c'est que dans le choix des personnalités, on est sorti
du ghetto du football. Ce sont des personnalités qui sont tout à fait neuves, qui ne sont pas directement impliquées dans les joutes qu'il y a dans le football camerounais ces dernières années, dont on peut subodorer. Jusqu'à ce que les réseaux sociaux trouvent une accointance ou une connivence quelque part. Une accointance entre le président de cette affaire et puis l'un des footballeurs camerounais, Samuel Eto'o, pour ne pas le nommer, c'est son avocat, mais bon, c'est pas si grave que cela. Donc, ils ne sont pas très impliqués dans les joutes entre les principaux acteurs de la bataille à la Fédération camerounaise de football. Donc, on peut subodorer une certaine neutralité de la part de ces personnes parce que c'est des gens qui ne sont pas issus du ghetto du sport. Mais très rapidement, contrairement à ce que dit Yves Yopa, je pense que ce comité de normalisation, il fallait s'y attendre. Il a parlé de genèse tout à l'heure, parlons-en justement. D'où vient-on? Il vous souvient très rapidement qu'en juillet 2013, on avait déjà mis en place un comité de normalisation à la tête de la Fédération camerounaise de football. Et la mission qui avait été assignée à ce comité de normalisation, c'était de réécrire les textes de l'Africafoot, de gérer les affaires courantes et d'organiser des élections à la tête de cette instance pour la doter d'un exécutif qui soit légitime. Au bout du processus, l'élection a été contestée et la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique a annulé cette élection-là. Et le problème s'est posé à partir du moment où un ministre des Sports a décidé par un communiqué d'annuler les effets de droit d'une décision qui a été rendue par un organe juridictionnel. Ça date de 2015. Je signale que vous avez commis un ouvrage intitulé « La tragédie des lions indomptables ». Et dans cet ouvrage, vous consacrez 2 chapitres au sujet. Le ministre a-t-il pris une position politique? Aurait-il pu faire autrement? L'avenir nous le dira certainement. Oui, en quelques secondes. Parce que c'est très important, Lucrèce. Dans ce pays, il faudrait qu'on arrête de voir seulement là où on tombe. Il faut toujours interroger sur quoi on a trébuché. Et c'est à partir de ce moment-là qui pose le problème de l'état de droit. Est-ce que dans un état de droit, un ministre, par un communiqué, peut annuler les effets d'une décision rendue par un organe juridictionnel? C'est ça le nœud de cette affaire et c'est pour ça que nous nous retrouvons dans ce comité de normalisation qui ne nous honore pas. Parce que dans l'histoire de la FIFA, je crois qu'il faut chercher très loin pour se souvenir d'un autre pays où en l'espace de 5 ans, on a mis 2 fois le comité de normalisation dans un pays. Donc ça doit nous amener à nous interroger sur notre capacité à être sérieux dans la gestion des affaires. Alors Raphaël Vogo, vous également, vous êtes arrêté sur les profils et ces profils ne vous posent pas un problème particulier. C'est des personnes qui ont été choisies et qui peuvent faire le job. Les nouveaux dirigeants intérimaires de l'Africafoot ne devraient, au regard de leur profil, poser aucun problème. On aurait pu nommer n'importe qui, on aurait pu vous nommer Lucrèce. Il s'agit, quand on parle de comité de normalisation, c'est une question de terminologie, c'est un comité de gestion provisoire. C'est comme le chef de l'État qui décide de nommer qui il veut à la tête d'une entreprise publique ou parapublique. Alors, ils arrivent, ils vont faire un boulot, le cahier des charges avait déjà été défini bien avant leur nomination qui est intervenue hier. Bon, et maintenant, Merteman a dit quelque chose d'important tout à l'heure. Les acteurs ou les protagonistes de la crise pour laquelle on cherche des solutions en désignant à la tête de l'Africafoot un comité de normalisation. Les acteurs sont les mêmes. Monsieur Yopa, lui, parlait de 93, mais les crises dans notre football remontent bien avant cela. On connaît ce qui s'est passé en 90, malgré la grande épopée. Alors, il faut comprendre, nous sommes dans un domaine précis, le football. Ou si vous voulez, Lucrèce, après les Jeux Olympiques, le plus grand événement planétaire dans le monde du sport, c'est la Coupe du Monde. Donc, le football, c'est quoi? Le football, c'est un secteur qui suscite des convoitises. C'est comme les immenses ressources en hydrocarbures, les terres arables d'Afrique qui suscitent des convoitises. Donc, ce qui fait que on aura mis un comité de normalisation en place qui aura fait son boulot. Est-ce que dans les 4, 5 ans ou 10 ans à venir, on aura les mêmes problèmes? Je pense que tant qu'on n'a pas trouvé Lucrèce, il y a un problème. Moi, ce que je voudrais suggérer à ce comité de normalisation, ce qui se fait un peu dans des pays qui sont en crise, et on cherche une sortie. Je l'ai vu au Mali, ici en Centrafrique, à côté de nous, à Madagascar, c'est que la première normalisation,
n'a pas pu résoudre le problème parce qu'on n'a pas amené les acteurs ou les candidats à la présidence de la FECAFOOT à signer ce qu'on peut appeler un code de bonne conduite, c'est-à-dire un consensus, on se met d'accord. C'est entendu, Raphaël. Alors, Maître, je voudrais savoir, vous questionner sur le rôle que l'État peut jouer dans ce secteur-là. Jean-Bruno fustigeait tout à l'heure le fait que le gouvernement ait à un moment mis son doigt entre les différents protagonistes de la chose footballistique au Cameroun. Mais est-ce que l'État peut rester les bras croisés quand on sait par exemple que les Lions Indomptables, c'est un label camerounais et que souvent c'est l'État qui débourse ce qu'il faut lorsqu'il y a des compétitions internationales? L'État peut-il se croiser les bras? Vous posez une question fortement et hautement importante parce qu'en réalité, ce qu'on doit pouvoir savoir, c'est que les fédérations, quand bien même elles sont des associations de droit privé, ont une nature purement hybride. Hybride parce qu'il s'agit quand même d'une concession de service public. Et j'invite les gens à lire un ouvrage commis par le docteur Ducoué François, qui est d'ailleurs un collègue, chef de consortium d'arbitrage, qui parle du service public du sport. Et on a vu en France aussi, on s'est posé la question de savoir quelle est la nature juridique des actes posés par les responsables des fédérations. Dans certains ouvrages, autant pour moi, il y en a d'autres qui ont parlé des actes administratifs. Quand bien même, n'est-ce pas, ce seraient des actes pris par des personnes privées, mais qui en fait rentrent dans le champ administratif. Par contre, il y a une autre doctrine qui voudrait que l'État se désengage complètement, n'est-ce pas, de la chose sportive. Et c'est peut-être la tendance, justement, qui est partagée au niveau de la FIFA. Est-ce qu'elle est applicable au Cameroun? Elle devrait s'appliquer au Cameroun, où il est fait défense à l'État de se mixer dans les affaires du sport. Pour dire, madame, que dans l'hypothèse que vous évoquez, effectivement, on a un réel problème parce que les fédérations au Cameroun, pour ne pas parler seulement du football, reçoivent des subventions de l'État. Et de par la nature des fonds reçus, il va sans dire que ça reste des fonds publics. Ça veut dire que l'État devrait pouvoir avoir un droit de regard. Et il y a des pénalistes, n'est-ce pas, qui ont pensé à un moment donné ou à un autre que l'argent, comme c'est un bien fongible, malheureusement, l'argent de l'État garde sa nature de bien public, quand bien même, n'est-ce pas, les mélanger aux fonds privés, raison pour laquelle, quand des personnes privées manipulent des fonds publics, elles peuvent être différentes, n'est-ce pas, devant les juridictions pénales, notamment quand le montant est supérieur à une somme de 50 millions devant le tribunal criminel spécial. Mais dans le cas camerounais, il va sans dire qu'on a un réel problème. On a un réel problème parce que l'équipe nationale du Cameroun est gérée au niveau de la direction des équipes nationales du Cameroun qui est logée au ministère. Voilà. Dans le cas français, que je maîtrise un peu, c'est la Fédération française de football qui gère l'équipe nationale de France. C'est un peu des cas un peu distincts et on pourrait donc continuer à s'interroger. Alors, Yves Yopa, est-ce que tous ces bruits autour du football n'impactent pas le label Lions Indomptables d'une manière ou d'une autre? C'est une évidence, c'est comme une vérité de la palisse. Imaginez-vous, dans un contexte comme celui-ci, le Cameroun doit une grande partie de sa reconnaissance planétaire au succès engrangé, généré par tous ceux qui ont succédé, qui l'ont précédé. En fait, je parle d'Emila et tout le reste. Ça veut dire que c'est 90. Aujourd'hui, nous vivons là-dessus. Et ça sert à tout le monde, c'est-à-dire aussi bien les jeunes athlètes, nous, les médias, les sponsors, les entreprises. Quel est l'opérateur économique qui, étant en Europe ou en Asie, peut dire je suis du Cameroun sans avoir une certaine considération et des faveurs? Mais en fait, ça devrait donc nous concerner tous. Et lorsque le label Lion est traîné de cette manière, au point où on arrive à un certain tutorat, ça ne fait pas ma fierté, ça ne peut pas faire la fierté d'un Camerounais. Je crois que... C'est pas bon pour les affaires. C'est pas du tout. Vous imaginez, vous êtes en négociation quelque part, vous êtes connu plus par la partie la plus visible, puisque le Cameroun a l'un des plus grands capitales de sympathie, j'ai pu le vérifier, dans le monde, après le Brésil, ainsi de suite. Je l'ai vu quand j'ai négocié avec Mitre Sport en 93 aux États-Unis, avec la plus grande firme de relations publiques, on nous situait en Amérique latine. Pourquoi? Parce qu'on avait battu le champion du monde. Et on estimait que... Vous êtes à l'extérieur, on vous demande 2 personnes.
Roger Mila et Samuel Eto'o. Donc, les pays que vous visitez. Alors, ici encore, je me pose beaucoup de questions. Je voudrais que la FIFA intègre le fait que nous sommes une des grandes puissances du football. Ce n'est pas nos défaites d'hier qui peuvent enlever ce côté-là. Donc, en termes de succès, on devrait, à la limite, voir dans l'élaboration d'un comité, dans la mise en place d'un comité comme celui-ci, un casting qui tienne compte de la nécessité pour nous de continuer à être une grande puissance de marketabilité de l'Afrique, du continent et du sport. Parce que ça, on ne peut pas nous l'arracher. Je veux bien, je n'ai rien contre ceux qui sont arrivés. À la limite, nous leur souhaitons bon vent. Mais le problème, c'est après. C'est entendu. Alors, qui sont-ils, que peuvent-ils, ces élus du comité de normalisation de la FECAFOOT? C'est un groupe de 5, mais que peuvent-ils faire dans le contexte camerounais que nous connaissons? C'est dans le zooming de Joseph Gouet Amandin que nous aurons peut-être la réponse. Les 5 membres du comité de normalisation, désignés ce vendredi par la mission conjointe FIFA-CAF, n'ont que 6 mois pour organiser une nouvelle élection du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football. Dans leur quotidien, ce sont des personnes qui arpentent les couloirs des milieux du football. Maître Marcel Denise Ambomon, la vice-présidente, et les membres Maurice Samuel Bélé Dimo, Dr Abdou Oumarou et Kevin Diomo accompagneront Maître Dieudonné Api, à qui incombe la tâche de présider aux destinées de ce comité de normalisation. À ce jour, Maître Dieudonné Api est l'un des conseillers juridiques du footballeur Samuel Eto'o. Le président du comité de normalisation de la FECAFOOT a 66 ans. Il est avocat et son cabinet est basé à Maroua, à l'extrême nord du Cameroun. Il a assis sa notoriété d'avocat en défendant la cause de l'ancien directeur de la sécurité présidentielle du président tchadien déchu, Hissène Habré. Côté politique, Maître Dieudonné Api a été coordonnateur de l'ensemble des partis politiques et d'associations qui ont soutenu la candidature de l'opposant John Froundi à la présidentielle camerounaise de 1990. Depuis 1995, Maître Api milite au sein de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, l'UNDP. C'est donc en toute indépendance qu'il va conduire le nouveau comité de normalisation de la FECAFOOT. Ses collaborateurs et lui ont pour mission principale de gérer les affaires courantes de l'instance faîtière de football camerounais. Ils sont aussi chargés d'élaborer, en consultation avec toutes les parties prenantes, des nouveaux statuts en conformité avec les statuts et standards de la FIFA, tout ceci dans le respect de la législation du Cameroun. D'autres missions assignées à ce nouveau comité de normalisation consisteront à revoir les statuts des ligues régionales et départementales, s'assurer de leur conformité vis-à-vis des statuts de la FECAFOOT et de l'identification des délégués de l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football et à celle des ligues régionales et départementales. À la fin du mandat du comité de normalisation le 28 février prochain, la FECAFOOT aura un président à la tête d'un nouveau comité exécutif. Les 5 membres du comité de normalisation installés ce vendredi n'y seront pas éligibles. Rendez-vous dans 6 mois donc et on verra si le comité de normalisation pourra donc produire une copie à la mesure des différentes missions qui lui ont été assignées. Madame, Monsieur, nous allons maintenant voir ce qui a fait l'actualité de la semaine. C'est dans la revue de Presque Signe, Daniel Menanga. « 31 août 2017 ». Clôture des opérations de révision des listes électorales à Elections Cameroun. À peine 6,5 millions d'inscrits s'insurgent le jour de mercredi qui publie les premières statistiques des l'ECAM. La région du centre remporte la Palme d'Or avec 113 603 inscrits, mais ferme la marche avec seulement 90,2% de cartes électorales retirées, comme nous le rapporte Baromètre communautaire dans sa dernière livraison. L'hebdomadaire de Mélanie Betebembia fait également un zoom sur Cabral Libye, le promoteur de l'opération 11 millions d'inscrits qui n'a malheureusement pas atteint l'objectif. D'autres qui sont passés à côté de leur objectif, ce sont ceux à l'origine des affrontements à Kumbo dans le nord-ouest lundi dernier.
Le calme y règne. La ville était sous tension, comme nous le rappelle le jour de mercredi. Pour cause, le commandant de compagnie de gendarmerie de Kumbo et ses éléments sont allés mener une opération de destruction d'un champ de chanvre indien à Kissem. Les populations s'y sont opposées. Bilan des affrontements, 2 morts. Le commandant a depuis lors été limogé sur instruction du président de la République. Une autre actualité qui a fait parler la presse cette semaine, c'est la rentrée scolaire. Place à l'école dans Cameroun Tribune du lundi 4 septembre. La sacralité et l'universalité de l'école revisitée, puis parole est donnée au ministre des enseignements secondaires. Jean-Ernest Massenanga BBF fixe le cap de l'année scolaire 2017-2018. Même son de cloche au ministère de l'Éducation de base, où Youssouf Adidja Alim s'adresse à la communauté éducative dépendante de son département ministériel. L'enquête qui accable les proviseurs, c'est la une du quotidien bleu de mercredi. Le journal d'Aman Mana publie la liste des lycées les plus corrompus de la ville de Yaoundé et expose les stratégies des responsables pour extorquer de l'argent aux parents d'élèves, les éternelles victimes selon signature. Leur calvaire ne se limite pas qu'au parcours du combattant pour trouver une place à leur progéniture dans un établissement scolaire. Il faut compter maintenant avec le coût de la scolarité élevé selon le quotidien de l'économie de lundi. Et que dire du manuel scolaire? Réponse d'un baromètre communautaire qui en fait son dossier de la semaine. C'était la presse, revue pour vous sur la scène. Vous l'avez corrigé par vous-même, il s'agissait bien de la revue de presse de Martine Noël Ndengue. Alors, messieurs, pour finir, le comité de normalisation, est-ce la panacée? Jean-Bruno, en quelques secondes. Écoutez, ce sont les membres de ce comité qui vont faire le boulot. Il est question de travailler de manière consensuelle, essayer d'impliquer tous les acteurs du football, toutes les parties prenantes pour espérer conjurer ce qui a été fait il y a 4 ans par l'ancien comité de normalisation. Lorsqu'on avait mis en place ce comité de normalisation, tout le monde avait applaudi parce qu'il y avait là-dedans des grands commis de l'État, des grands professeurs d'université, mais on se rend compte qu'ils ont lamentablement échoué parce que 4 ans Vous êtes responsable de vos propos. Oui, ils ont lamentablement échoué puisque 4 ans plus tard, on crée un autre comité de normalisation avec les mêmes missions qui leur avaient déjà été assignées. Raphaël. Alors, l'Ukraine, il faut faire simple. Le football, je le disais déjà tout à l'heure, génère beaucoup d'argent. Donc, il y aura toujours beaucoup de convoitises, il y aura beaucoup de tensions, il y aura des crises. Ça fait que c'est pas le comité de normalisation qui soit présidé, je sais pas s'il faut aller chercher quelqu'un sur une autre planète, qui viendra résoudre par un coup de baguette magique les problèmes du football camerounais qui sont connus. Il y a des scandales financiers, il y a des problèmes autour de l'équipe nationale, et il y a des problèmes dans l'organisation du championnat même, D1 et D2. Et ça fait que pour qu'on avance, pour qu'on sorte de toutes ces crises, bon, déjà, il faut un engagement sérieux de chacun. Il faut un consensus. Et jusqu'à présent, c'est ce consensus-là qui fait défaut. C'est entendu, Raphaël. Yves Yopa? En fait, je voudrais dire que ce problème se pose au moment où nous avons une crise identitaire, nous avons le multiculturalisme, le débat sur la common law et un autre. Bien, je voudrais bien m'assurer que les présidents de clubs demain ne vont pas remettre en question les travaux de ce comité. Parce que les enjeux du football, comme il disait tout à l'heure, sont énormes. On a les problèmes des droits de la propriété intellectuelle, les droits médias, les droits marketing. Il faudrait trouver des gens qui ont l'expertise de comprendre de quoi il est question. Il s'agit plus simplement du calcul, je tape dans la balle, ou bien je sais organiser un tournoi, mais c'est plus complexe que cela. Je voudrais m'assurer que ce comité fera appel à des gens comme Ayatou, qui ont quand même placé la CAN. Et peut-être à vous également. Mais pourquoi pas? Mais en fait, c'est une question de faire appel aux expertises. Disons que, en ce qui me concerne, je vais le dire sans embâche, pour moi, les 5 qui ont été mis à la tête de ce comité, ce ne sont que les chefs d'orchestre. Nous attendons de voir les sous-commissions qui vont être créées par rapport à la feuille de route, qui a des indications précises. Et j'espère bien que dans le cadre de la relecture des textes, on fera appel effectivement aux juristes qui ont manié ou bien qui ont manipulé quand même le droit du sport, et que pour les autres ateliers, on aille chercher les gens qui ont le profit de l'emploi. Sinon, ça va devenir une guêpière au lieu de devenir une bouée de sauvetage. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de cette édition de Scène de presse. Merci, messieurs, d'être venus. Merci à l'inspecteur général des enseignements, Dr Aounja Catherine. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles. La presse quitte la scène. Merci. Bonsoir.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire la pression que nos enfants subissent. Nous avons par la suite des enfants qui ne sont pas compétitifs. Et nous voyons les taux de déperdition scolaire au fur et à mesure que l'enfant évolue, qui sont élevés, mais on n'en tient pas compte, on ne les interroge pas. Ça veut dire le système, l'enfant que nous voulons, nous sommes un pays agricole. Quand vous avez un enfant qui évolue, vous n'avez pas le temps de lui apprendre comment on cultive le maïs qu'il consomme. Et parfois, on lui en... C'est même des réalités... qui ne sont pas les siennes. Qui ne sont pas les siennes. Et parfois, on est dans la théorie. Et Lucrèce, on se retrouve finalement avec une société qui est... Quel type de société? Nous sommes une société du discours. C'est entendu. Et très peu d'action. C'est entendu, Jean-Bruno. Il faut évoluer. Jean-Bruno. En fait, Lucrèce, le problème du livre scolaire au Cameroun, c'est un véritable scandale. C'est vrai que rien n'est assez scandaleux au Cameroun pour mobiliser les gens, pour que les gens sursautent et décident de mettre fin quand même à la chienlit, si je peux me permettre. Au-delà de la question du livre unique, il y a également le choix des livres et des manuels que l'on met au programme. On ne met pas un livre au programme par fantaisie. Je crois que lorsqu'un livre entre au programme, c'est le couronnement du parcours d'un ouvrage ou alors le couronnement du parcours d'un auteur. Dans un pays qui a eu la chance d'avoir des grands écrivains comme Ferdinand Oyono, Mongo Betty, Calix Beyala, Patrice Ngana, Leonora Miano et tout ça là, Guillaume Nombia, que des kidam aient leur livre au programme, c'est quand même inacceptable, surtout que la qualité même de ces livres est sujet à caution. Marcelin Vunda Etoa a fait un excellent travail là-dessus et il montre que d'abord c'est un véritable commerce sur le choix des livres. Vous voyez un type qui produit un livre et 6 mois plus tard il est au programme. Pas quelle alchimie, sauf s'il a remporté entre-temps le Goncourt. Et voilà. Et deuxième chose, normalement quand on prend un livre c'est pour apprendre. Mais nos enfants s'abrutissent avec les livres qui sont au programme aujourd'hui, du moins certains livres. Des livres truffés de fautes, qui sont truffés de coquilles, des livres qui ne racontent rien d'intéressant, des lieux communs. On ne peut pas construire une véritable citoyenneté dans un pays avec des ouvrages qui n'ont aucune problématique. Quand un gars avait lu par exemple Ville Cruelle, quand un gars avait lu Le Mandat, quand un gars avait lu beaucoup d'autres ouvrages au programme, beaucoup d'autres livres au programme, il y avait la construction même de la personnalité d'un élève à travers ses lectures. Mais aujourd'hui, avec ces ouvrages, donc il faut qu'on sorte de cette logique de commerce qui est en train de guider le choix du livre scolaire aujourd'hui. Georges-Alain Boyo, comment revenir à une école ordinaire avec des livres, j'ai envie de dire des livres normaux et non des livres qu'on a sortis du premier tiroir d'un inconnu? Je pense qu'il faut que l'éducation revienne au centre de notre projet de société, parce que sans l'éducation, on ne peut pas édifier une société digne de nos ambitions. Le livre, c'est un problème fondamental parce que, comme Jean-Bruno l'a dit, c'est dans le livre qu'on apprend. Je pense qu'il y a des pistes qui sont tracées. Ce n'est pas faute des pistes que les choses n'évoluent pas. Je pense que la commission où il y a des éminentes personnalités sur le plan intellectuel, comme le professeur Tabi Manga et d'autres, je pense qu'ils ont dit qu'il y a un certain nombre de livres. On a essayé de caler un quota de livres par classe. J'espère que ce sera appliqué déjà cette année. Mais également, il ne faut plus que les livres changent à un certain rythme. Cela a été dit dans les prescriptions de la commission. Parce qu'un enfant qui reprend la classe, parfois obligé, les parents sont obligés d'acheter de nouveaux livres. Celui qui vient, son frère cadet ne peut pas utiliser. Ne peut pas l'utiliser. Donc il y a un certain nombre de... Il y a également la qualité même des livres qui doit être appréciée d'abord par les inspecteurs. C'est un secteur pédagogique, j'entends. Donc, si tout cela est fait, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas des livres de qualité. J'aimerais dire un mot sur le système de séquence qui, au départ, fait beaucoup rêver, fait beaucoup fantasmer. Mais à l'épreuve des faits, il est clair que ce système-là est en train de montrer toutes ses défaillances. J'espère que l'étude qui a été faite par Madame l'inspecteur sera un jour mise à la disposition du public, notamment la presse, parce que aujourd'hui, il n'est plus question véritablement d'acquérir un certain nombre de connaissances par séquence. Il y a un crédit horaire qui est alloué à chaque matière et on attend un certain nombre d'acquis de l'apprenant avant de passer à l'évaluation. Or, ce n'est plus le cas. On se contente d'évaluer à la fin de chaque séquence et on fait la somme et on essaie de trouver le niveau de l'aide. Donc, ce n'est pas toujours le reflet. Aujourd'hui, on a des gens essentiellement mal formés qui ne sont plus compétitifs, comme Raphaël l'a dit.
J'espère que les propositions, puisque je vois Madame acquiescer, j'espère que ces propositions seront prises en compte par sa hiérarchie. Alors, Madame on remettre ce système à plat. Madame l'inspecteur des enseignements au ministère des enseignements secondaires, permettez-moi la répétition, je voudrais savoir comment la question des effectifs sera abordée cette année. Comment va-t-on résoudre ce problème quand on sait que beaucoup de métropoles se retrouvent en sous-effectif, ou tout au moins n'ont pas assez d'établissements scolaires? Comment on fait pour résoudre ce problème-là? Est-ce qu'il est envisageable, par exemple, qu'on crée plus d'établissements scolaires là où on en a le plus besoin? Bien, Lucrèce, avant de répondre à votre question, permettez-moi très rapidement... Vraiment très rapidement. Oui, de revenir à la question du manuel. Je me dis quand même qu'avec le groupe de travail qui est mis sur pied par le Premier ministre aujourd'hui, la question du livre trouvera une solution. Je suis très optimiste parce que je fais partie de cette commission. Donc, nous vous promettons de gérer, de régler. Oui, et surtout, trop de commissions, trop de sessions, trop d'ateliers. Je voudrais quand même que vous compreniez aussi qu'au-delà du support papier, il y a également, on peut avoir le livre électronique. Et donc, aujourd'hui, vraiment, pendant que faudrait que les parents puissent avoir les moyens d'acheter l'enfant tous ces supports-là. Juste son téléphone, il a son livre, son bouquin, il lit. C'est à nous de revoir notre système. Bien, la question des effectifs. Même dans les collèges privés. La question des effectifs, c'est aussi le parent. Le parent sait que le ministre a pris sur lui de dire à haute intelligible voix, il n'a fait que reprendre d'ailleurs ce qui existait déjà. Nous savons que pour les classes de 6e, ce qui est recommandé, c'est 60 élèves. Et nos classes sont d'ailleurs conçues pour 60 élèves. Mais voyez le harcèlement des parents. Ont-ils seulement le choix, Madame l'inspecteur? Les parents ont-ils seulement le choix? Les parents ont le choix. Est-ce que l'offre en établissement scolaire est suffisante? Oui. Le problème aujourd'hui, c'est que comme c'est Jean Tabi, il faut inscrire mon enfant à Jean Tabi, il faut que ce soit. Il y a des établissements tout autour. Maintenant, vous demandez qu'on crée des établissements. Où est-ce qu'on ira chercher les enseignants? Parce qu'il se pose également un problème d'adéquation entre le nombre de salles de classe et le nombre d'enseignants. Et vous tous, vous savez que beaucoup de Camerounais entrent à l'école normale. On se presse lentement. Alors, Madame l'inspecteur générale des enseignements, bonsoir. Bonsoir Lucrèce, bonsoir à tous les téléspectateurs de scène de presse, bonsoir à tous les panélistes. Alors, je voudrais vous interroger sur le manuel scolaire. Que se passe-t-il avec le manuel scolaire? Est-ce qu'il est si difficile que ça de ramener l'orthodoxie dans ce secteur-là, dans le secteur du choix du manuel scolaire? Il n'est pas disponible, on le change chaque année. Il y a un texte du Premier ministre qui n'est pas respecté. On dit 3 ouvrages au plus par niveau et par classe, et par matière, autant pour moi. Mais jusque-là, rien de ces mesures n'est respecté. Que se passe-t-il avec le manuel scolaire? J'ai envie de dire, pourquoi s'amuse-t-on avec le manuel scolaire au Cameroun? Bien, merci Lucrèce. Le problème du manuel scolaire est un problème assez délicat parce qu'il touche, il est au cœur même de l'enseignement. Mais je voudrais d'emblée dire qu'il ne faudrait pas que l'outil dépasse la main. Parce que Saint-Exupéry nous disait que l'outil prolonge le bras. Et ce que j'appelle l'outil ici, c'est bien le manuel. Et la main, c'est le programme. Chaque fois qu'un enseignant rentre dans une salle de classe, il exécute un programme. Mais j'ai l'impression que pour l'homme du commun, pour l'opinion publique, c'est d'abord le manuel. Il est bon d'utiliser le manuel. C'est d'ailleurs le livre de l'élève. Il faudrait que nous le comprenions comme ça. Maintenant, en ce qui concerne les textes qui régissent le manuel scolaire, le véritable problème de la communauté éducative, c'est le nombre. Et vous savez tous que l'année dernière, le secteur éducatif, en l'occurrence
le Minédub et le Minésec ont été traînés vraiment à la barre. Il faut le dire ainsi, parce que lorsqu'on vous convie sur la table des députés, les élus du peuple, il faut quand même prendre du recul. Et cette activité-là est aujourd'hui encadrée par le Premier ministre lui-même. Mais les résultats tardent à se faire ressentir sur le terrain. Cette année, on a les mêmes problèmes. Le manuel scolaire n'est pas disponible et les parents sont aux abois, les élèves également. Oui, tout à l'heure, vous parliez du nombre de livres. Je sais quand même que si on revisite la liste des manuels, on verra que c'est maximum 3. C'est maximum 3 par matière. C'est déjà beaucoup, Madame l'inspecteur. Oui, parce que une fois sorti de l'Assemblée nationale, le ministre des enseignements secondaires a instruit une revisitation de tous les manuels au programme. Les inspections de pédagogie ont donc fait un premier tri. Et ce tri a été respecté peut-être à 80%. Vous savez, vous parlez de disponibilité du manuel. On peut ne pas avoir le manuel qui est attendu dans les librairies et on garde malheureusement un manuel qu'on voudrait bien sortir des programmes. Donc, ce premier tri a été fait et validé au premier ministère. Et donc, nous avons sorti un bon nombre de manuels des programmes. C'est entendu, nous reviendrons sur une proposition qui est faite par le syndicat national autonome de l'éducation et de la formation à propos du manuel scolaire au cours de cette émission. Le temps pour moi d'accueillir Jean-Bruno Tagny. Bonsoir. Bonsoir Lucrèce. Alors, à l'entame de cette édition, nous nous posons la question de savoir si on peut véritablement arriver à cette école ordinaire qu'on souhaite au Cameroun. On en parle depuis des années, mais on a l'impression que ça relève de l'utopie. Quel est votre point de vue là-dessus? Oui, malheureusement, parce que chaque année, effectivement, à la rentrée scolaire, les mêmes problèmes se posent. On parlait du manuel scolaire tout à l'heure, on va en reparler parce qu'il y a tellement de choses à dire sur la question du manuel scolaire. On n'apprend pas ailleurs que dans les livres, c'est dans les livres qu'on apprend. Et donc, si le manuel scolaire a un problème, c'est l'éducation en général qui a un problème. Donc, au-delà du manuel scolaire, il y a les effectifs, il y a même la condition des enseignants. Tout se passe chaque année comme s'il y avait une impréparation au niveau des autorités en charge de l'éducation nationale, parce que il vous souvient que il y a environ 2 semaines ou 3 seulement qu'on a affecté par exemple les enseignants, ce qui pose un problème. À quel moment ces enseignants vont rejoindre leur poste, organiser la rentrée scolaire, même les inscriptions dans les établissements scolaires. On a ouvert ces inscriptions-là, je pense de manière tardive, parce que jusqu'au moment où nous parlons, les gens continuent de s'inscrire dans les établissements scolaires. Donc, il y a un goût... il y a quand même un calendrier, mais qui n'est pas toujours respecté par les parents. Voilà. Donc, chaque année, il y a comme une impréparation de la part... Comme si on était surpris par la rentrée. Comme si on était surpris par la rentrée. Donc, je pense qu'à un moment donné, il va falloir définitivement régler la question de l'école au Cameroun, parce que les mêmes problèmes reviennent, les effectifs pléthoriques, la condition des enseignants, et également très très important, je l'ai déjà dit, la question du manuel scolaire qui change un peu n'importe comment. On a vécu dans qui est devenu une marchandise. Qui est devenu une marchandise, et ce n'est pas le professeur Marcelin Vunda-Etoa qui me démentira, lui qui parle de mercantilisme dans la question du manuel scolaire aujourd'hui. Et on est bien obligé de se rendre compte qu'il y a, c'est lui qui utilisait cette même expression, comme une marchandisation de l'école aujourd'hui, et pas étonnant que le niveau de nos élèves chaque année baisse, c'est-à-dire que les sacs des enfants gonflent, mais en termes de l'acquisition des connaissances, ça commence à être un tout petit peu chétif. Je pense qu'il faut prendre le problème à bras le corps pour les résoudre. Alors Raphaël Mouvogo, bonsoir. Bonsoir. Très heureuse de vous recevoir sur le plateau de scène de presse pour la première fois. Plaisir partagé, merci. Alors, dites-nous, vous étiez plutôt un doigt accusateur sur la pression qui est exercée sur les élèves aujourd'hui. Vous dites par exemple que les enfants vont à l'école de lundi à vendredi, voire de lundi à samedi. Pour vous, c'est un peu trop et ça joue également sur leur rendement.
Alors, Lucrèce, je voudrais, avant de répondre à cette question, convoquer une réalité. L'école que nous faisons, elle vient d'où? Elle vient d'ailleurs. Elle vient de notre ancien colonisateur. Et il se trouve qu'au moment où nos enfants reprennent le chemin de l'école, la France vient de décider de passer à une semaine de 4 jours de classe. Et la journée de l'élève commence à 8 heures, s'arrête à 13 heures, et le reste de la journée, l'enfant s'amuse. Qui plus est, non seulement c'est 4 jours de classe par semaine, pour aller chercher... Excusez-moi, madame, mais quand on voit le nombre de... en 30 secondes... quand on voit le nombre de diplômés de l'enseignement supérieur au chômage au Cameroun, je pense que s'il y a un problème d'enseignants au Cameroun, on peut très rapidement le résoudre. Des enseignants qu'on retrouve dans des ministères qui n'ont rien à voir hors des salles de classe. Mesdames, messieurs, permettez que nous marquions un autre arrêt. On ne recrute pas. Madame, messieurs, permettez que nous marquions notre arrêt dans cette édition de Scène de Presse pour aller à la rencontre de monsieur Jules-François Fomawa, qui s'est fait le défenseur de l'école dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest à travers ses œuvres, et c'est sous la plume de Caresse Essiane. C'est dans le portrait de la semaine. Qu'ils reprennent le chemin des classes le 4 septembre. Voilà l'objectif que s'est fixé Jules-François Fomawa. On était à Mundemba. Chose curieuse était, n'est-ce pas, de constater que même pendant les vacances, les enfants n'avaient pas l'intention de retourner à l'école le 4 septembre. J'ai été obligé d'entrer tout de suite, je peux appeler ça un peu une campagne de sensibilisation. Et j'ai même été obligé de puiser dans mes propres fonds pour que dans ce village-là, les différents responsables s'attellent à offrir des kits scolaires aux enfants. De Mundemba à Manfé, de Ndop à Bambalang, en passant par Babanki et Ndjinibi, où il a offert des forages d'eau potable, l'homme d'affaires de 45 ans a, à chaque étape, prêché la bonne parole d'un retour effectif à l'école au premier jour de la rentrée scolaire. We will help. People don't lie, Una. Children have to go to school. I am in the CPGM party, but I don't come here like CPGM. I come here like Cameroonians. I come here like kid and son of Southwest. I come here to talk to you guys, help all these children to follow their future. De la parole aux actes, l'élite a offert des ordinateurs et une enveloppe de 10 millions de francs CFA pour l'achat des fournitures scolaires à ses enfants. Une action républicaine qui est venue se greffer à d'autres pour que les élèves du Nord-Ouest et du Sud-Ouest embarquent eux aussi dans le train de la rentrée. Retour sur le plateau de Scène de Presse et place nette à la deuxième une de votre débat ce soir. Nous parlons du comité de normalisation à la FECAFOOT, les désormais connus. Et nous accueillons sur le plateau 2 experts. Monsieur Yves Yopa, qui est expert en sport, en business de sport, autant pour moi, et maître Gervais Mailly, qui est expert, lui, en droit du sport. Enfin, ce n'est que cette casquette-là que nous évoquons sur ce plateau. Alors, maître, tout de suite, comment avez-vous accueilli cette décision de la mission FIFA et CAF qui vient de séjourner au Cameroun? Merci de me poser la question. J'ai, comme tous les Camerounais, été victime du suspense qui nous a tenus en haleine pratiquement pendant toute la semaine. On peut être, j'aurais pu dire, content de ce que des nouvelles personnes arrivent, mais pendant qu'on est content, on peut quand même caresser le vœu pieux que ces nouvelles personnes puissent venir faire le boulot pour lequel elles ont été appelées. Est-ce que ce comité peut produire une copie à la mesure des missions qui lui ont été assignées? Sur le principe, je pourrais dire... on peut avoir l'impression qu'on a des illustres inconnus, mais tout de même,
j'ai le sentiment profond que les personnes qui ont été choisies ont été tirées au volet. Il est donc fort possible qu'on ait une bonne copie à la fin. Maintenant, ce que je voudrais dire à ce propos, c'est que peut-être on peut avoir de nouvelles personnes, mais dans des outres qui sont vieilles, parce que les belligérants à ce conflit restent les mêmes, les nouvelles personnes, sur le plan de la gestion humaine, devront s'accommoder, n'est-ce pas, de ces différentes parties et trouver la juste mesure. Alors, le comité est constitué ainsi qu'il suit: Maître Dieudonné Apiké, président; Maître Marcel Denise Ambomo, vice-président; Maurice Samuel Bellet Dimo, membre; Dr Abdou Marou, membre; et Kevin Jomo Kamdem, membre. Monsieur Yves Yopa, bonsoir. Bonsoir Lucrèce, bonsoir. Alors, ce que vous trouvez suspect dans ce comité-là, c'est surtout l'opportunité. C'est le moment où ce comité-là arrive qui vous pose problème. Oui, il pose un sérieux problème. C'est un comité qui n'était pas attendu. Nous savions tous qu'il y avait une situation délétère avec la résolution du TAS qui n'avait pas semblé interpeller la FIFA. Et coup sur coup, après le désistement, l'affaire Ahmad et le cabinet Pricewaterhouse, on découvre donc un comité qui vient à l'issue d'une résolution venant de la FIFA. Et je suis interpellé totalement parce que j'ai été impliqué aux affaires depuis 1993. J'étais au chevet de la FECAFOOT par 3 fois. Ce qui me semble suspect, c'est le fait que d'abord, quand vous regardez la genèse de l'opération, c'est d'abord un conflit fédération-État. Parce qu'on gère le patrimoine de l'État, et l'État se désolidarise, cède une partie de sa souveraineté à la FECAFOOT à la demande de la FIFA en son temps, c'est-à-dire dans les années 90, quand on voudrait qu'il y ait des élections. Et c'est depuis ce temps-là qu'il y a un problème de ligne de démarcation. Et ça engendre donc une série de passages de FIFA, au point où on a une normalisation, et aujourd'hui celle-ci est décriée sans qu'on sache trop pourquoi, et on se retrouve avec un comité qui arrive lorsque la FIFA, il n'y a pas très longtemps, avait, au moment où je devais signer avec Emmanuel V en 1995, lorsqu'il s'agissait de la CAN en Afrique du Sud, Emmanuel V était président du CPG. Et la lettre que nous avions reçue, c'était que les comités provisoires doivent être l'émanation des présidents de clubs. Et donc, Emmanuel V n'avait pas le droit de signer le contrat Nike. Donc, il fallait donc que ce soit Mahad Daher qui sorte à la maison, qui signe le contrat étant à la maison avant que s'engendre le conflit que vous avez vu, les élections. Donc, alors, que doit-on comprendre? Est-ce que la FIFA, véritablement, aurait changé de statut et de texte, cette vision-là? Est-ce que si demain, les présidents de clubs useront donc de ces pouvoirs qui leur sont reconnus par la FIFA, s'ils se réorganisaient et ces présidents décidaient de mettre un comité de normalisation, qui serait plus légal aujourd'hui? Parce que je crois que le problème, de mon point de vue, Madame, Monsieur, c'est avec un plaisir renouvelé que nous vous retrouvons pour cette nouvelle édition de Scène de Presse, votre débat dominical. Scène de Presse, c'est des journalistes de poids qui revisitent les faits majeurs de la semaine écoulée et croisent le verbe en toute liberté. Scène de Presse, c'est aussi et surtout des experts qui nous éclairent de leur science. Au menu de ce 439e numéro, le train de l'année scolaire 2017-2018 est sur les rails depuis lundi dernier. À bord, toute la communauté éducative, mais aussi tous les marronniers de la rentrée. Effectifs pléthoriques dans les écoles, collèges et lycées, le manuel scolaire avec ses tares et ses avatars, les établissements clandestins, les frais d'APE toujours plus élevés. Des mauvais points qui impactent négativement le rendement des enseignants et des apprenants. Alors, question, l'école ordinaire tant souhaitée relève-t-elle de l'utopie au regard des équations jusqu'ici insolubles? Scène de Presse ouvre le débat.
Fédération camerounaise de football, maître de Néapi, porté à la tête du comité de normalisation ce week-end. Ainsi en a décidé la mission FIFA-CAF qui vient de séjourner au Cameroun. La presse prise à contre-pied en est à chercher des connivences, voire des accointances entre le groupe des 5 et les différentes factions qui se battent pour la gestion du football camerounais. En attendant, les élus prennent la mesure de leur tâche et déjà une prise de contact avec la tutelle. Deuxième instance du genre en moins de 5 ans, le comité de normalisation version de Néapi est attendu sur sa capacité à écrire une nouvelle page du ballon rond au Cameroun. Peut-il remporter la partie? Scène de presse s'interroge. Également au menu, vos rubriques habituelles. La revue de presse, le zooming et un portrait Jules-François Famawa, entrepreneur camerounais et fervent défenseur de l'école dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et maintenant, faisons connaissance avec nos invités du soir. Christelle Avom est notre guide. Aoundja Sata Catherine résout l'équation insoluble de la rentrée scolaire avec nous ce soir. Inspecteur général des enseignements au ministère des enseignements secondaires, cette enseignante au département de français à l'école normale de Yaoundé est docteur de littérature comparée et francophone. Elle a fait toutes les classes d'enseignement du primaire à l'université via le secondaire. Elle est notre expert ce soir. Georges Alain Boyomo est le directeur de publication du célèbre quotidien Mutation. Lauréat de la 31e promotion de journaliste de l'ESTIC, l'éditorialiste a souvent griffonné dans les colonnes du Messager et a prêté sa voix à Radio Campus. Président du club des journalistes politiques du Cameroun, il tient des cafés politiques avec les leaders du régime en place et son opposition. D'un éditorialiste à l'autre, Jean-Bruno Tagné fait partie de ces journalistes dont la plume alarmiste ne laisse pas indifférente. Issu de la 34e promotion de l'ESTIC, le nouveau directeur général adjoint de Canal 2 International a commencé par balader sa plume à Mutation, puis au journal Le Jour. L'analyse intrinsèque des systèmes, il la connaît. De la débâcle à la tragédie, l'auteur nous a récemment proposé l'économie de la gestion de notre équipe nationale. Gervais Armel Maï est avocat spécialisé en droit pénal forestier et faunique, en droit pénal de l'environnement et en droit du sport. Conciliateur arbitre à la Chambre de conciliation d'arbitrage du CNOSC, il a fait ses classes à l'université de Ngaoundéré. C'est en 2000 qu'il entre en cabinet chez Maître Antoine Marcel, prodige de la promotion 008. Gervais Armelman a commis un article sur le référé sportif au Cameroun. Raphaël Vogo est senior reporter à l'agence de presse Chine Nouvelle. Ancien journaliste à Cameroun Tribune, sa passion du politique l'a assigné à la couverture de grands événements africains et mondiaux. Des interviews qui se rangent dans l'exclusivité, il en a plus d'une vingtaine avec différents chefs d'État. Son autre passion, c'est le football, de la couverture de rendez-vous sportifs, notamment les derniers matchs de la CAN 2012, aux interviews de nombreux joueurs et coachs. Il trouve le temps pour travailler avec Manu Dibango dans le cadre de la mise en place de la Cameroon Music Corporation. Yves Bouencha Yopé est le cofondateur de la Transcontinental Trade International Cameroun. S'il aborde plusieurs classifications professionnelles de la CMCA au Online Marketing and Management of Social Media, ce soir, c'est sa connaissance du milieu sportif qui nous interpelle. Plusieurs fois directeur de différentes chaînes de télévision privées, Yves Bouencha est notre expert foot ce soir. Il nous aidera à déchiffrer la nouvelle panacée attribuée aux instances fêtières du football camerounais, le comité de normalisation. Merci Christelle. Tous nos invités répondent présents ce soir. Georges Alain, bonsoir. Bonsoir Lucrèce, bonsoir à vos téléspectateurs. Alors, le quotidien Mutation a entamé une série cette semaine sur les mauvais points de l'école au Cameroun aujourd'hui. Mais en réalité, ce sont des marronniers. On en parle chaque fois. Tous les septembre, on en parle. Tous les mois de septembre. Alors, vous savez que la répétition est la mère de la pédagogie et les journalistes sont également des pédagogues, des enseignants. Alors, la série ouverte par Mutation consiste effectivement à passer en revue
tous les sujets qui sont inhérents à la rentrée scolaire. Chez nous, il est vrai que ça ronronne, mais il faut toujours les remettre sur le tapis. Nous avons commencé par les frais d'APE, Association des parents, élèves et enseignants. Nous avons également parlé des établissements clandestins. Chaque année, on annonce qu'il y a un certain nombre qui sont fermés, mais curieusement, à la rentrée, certains rouvrent allègrement leurs portes. Nous avons également parlé de ce problème d'effectifs. On a parlé de 80 élèves par classe du côté du ministère de l'enseignement secondaire, mais la réalité parfois... 60 dans les classes de 6e et 80 dans les autres classes. Voilà, et la réalité parfois en déphasage avec cette prescription ministérielle. Nous n'allons pas nous arrêter là. La semaine prochaine, nous allons adresser d'autres problématiques. Le manuel scolaire, par exemple? Le manuel scolaire qui n'est pas toujours disponible, on aura certainement l'occasion d'y revenir, mais aussi un certain nombre de pratiques, par exemple les cours de répétition à l'école. Tout cela intéresse forcément les lecteurs qui, pour la plupart, ont compris que finalement, l'annonce de la rentrée véritable est souvent 1 ou 2 semaines après la rentrée officielle parce que les parents prennent encore le temps de mettre la machine en marche, et même du côté du corps enseignant ou du corps administratif, la mayonnaise ne prend pas directement. On a l'impression que... Le premier trimestre est le trimestre le plus long de l'année scolaire. C'est pratiquement 4 mois. On a commencé le 4 septembre, ça va s'arrêter le 22 décembre. Alors, la France, jusqu'au congé de Noël, entre-temps, les élèves français auront 2 mini-congés. J'ai envie de vous dire que comparaison n'est pas raison. Hein. Non, j'en arrive justement. Pourquoi je convoque cette réalité, c'est pour dire quoi? La France se rend compte que l'enfant français subit une pression énorme. Il faut donc baisser cette pression, mais chez nous, nous avons des enfants que nous devons déposer à l'école à 7 h du matin au plus tard. Surtout pour le système privé, pour un certain privé. L'enfant, il est pris dès 7 h, on le libère à 15 h 30, il a 1 heure de pause, et ça veut dire que cet enfant que vous déposez à 7 h, parce qu'il faut qu'on ait une société qui s'interroge, qui fasse des études. Et là, j'ai envie d'interpeller, est-ce que nous avons des psychologues de l'enfant dans notre système national? Dans notre système. Certainement. Alors, ces psychologues de l'enfant, il faut bien qu'on les entende. Où sont les médecins? L'ordre des médecins doit prendre cette question à bras le corps, parce que ça touche à la santé de l'homme. Un enfant qu'on commence à absorber, parce que cet enfant, il se réveille à 5 h du matin. Et dans le meilleur des cas, il arrête sa journée à 21 h. Donc, et c'est une non-stop. Et cet enfant, il subit une pression qui est très forte. Et certains établissements réussissent même encore l'exploit de les occuper le samedi, de les occuper le mercredi après-midi. Ce qui est grave là-dedans, Lucrèce, la question qui se pose, en fait, là-dedans, on se rend compte que notre société n'a pas encore défini le type de citoyen qu'elle recherche pour ce que nous appelons aujourd'hui. Alors, il faut revoir, vous pensez qu'il faut que l'école camerounaise fasse son aggiornamento. Est-ce que c'est un point de vue que partage Madame l'inspecteur générale? Vous pensez que l'école camerounaise doit refaire ses classes, doit faire sa mue, autant pour moi? Merci Lucrèce. Je salue le discours de Raphaël qui interroge vraiment notre système. Mais il faudrait comprendre que si nous voulons vraiment résoudre le problème de l'école au Cameroun, cette approche devrait être holistique. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement l'affaire de l'administration scolaire. Vous avez évoqué le problème des psychologues. Oui, il faut voir quels citoyens voulons-nous former. C'est d'ailleurs la question primordiale. C'est cette question-là, c'est de cette question que doivent découler les programmes d'enseignement. Quels citoyens? Bon, la loi d'orientation nous dit qu'il nous faut que l'école doit fournir des citoyens enracinés dans leur culture et ouverts au monde. Alors, tout de suite, Raphaël me dira non, il n'y a pas d'enracinement. Je ne vois pas d'enracinement. C'est vrai, nous avons aujourd'hui langue et culture camerounaise à l'école, mais là également, l'implémentation n'est pas encore totale. Mais personnellement, j'ai commis un ouvrage sur l'évaluation de la gestion des séquences 10 ans après au Cameroun, dans les établissements secondaires du Cameroun.
Effectivement, ce que vous relevez, je l'ai relevé, j'ai même mis un plan d'implémentation de cet outil. Lorsque vous dites que l'année est inégalement répartie, c'est aussi vrai. Mais vous savez, le système éducatif évolue. Il est dynamique. Merci pour le mot, il est vraiment dynamique. Ce qui fait que vous ne pouvez pas vous lever un matin et dire, comme on a mis 6 séquences, il n'y a plus 6 séquences. Maintenant, passons à 5 séquences. Il faut une réflexion. Il faut déjà interroger pourquoi les autres avaient mis 6 séquences. C'était pour quel objectif? Mais en ce qui concerne notre système éducatif, et là, je fais valoir en quelques secondes mon parcours parce que j'ai travaillé, j'ai enseigné au primaire, j'ai enseigné au secondaire et à l'université. Le problème, il y a tout, c'est au niveau du secondaire. Peut-être que on pourra revoir cette articulation de l'année. On expérimente quelque part, je ne veux pas dire où, mais on expérimente, on verra si la répartition en 4 grands moments peut résoudre le problème. Merci Madame l'inspecteur. Nous allons marquer un premier arrêt dans cette édition de Scène de presse. Je vous l'ai promis, nous allons écouter le syndicat national autonome de l'éducation et de la formation. Nous allons écouter précisément Monsieur Paul Ambiono qui nous dit ce que ce syndicat propose en ce qui concerne le manuel scolaire au Cameroun. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous proposons que ceux qui veulent que leur livre rentre au programme, qu'ils déposent le livre au niveau du conseil, que le conseil ne disparaisse pas, qu'ils déposent le livre en 10 ou 12 exemplaires au niveau du conseil. Le conseil se charge de le rendre anonyme en arrachant par exemple la couverture, mais en ayant la possibilité de le reconnaître quand il reviendra. Et ils envoient les livres dans les 10 régions, dans les inspections régionales. Et à ce moment, les inspecteurs régionaux, par matière, prennent les enseignants qui sont sur le terrain, ils évaluent le livre. Et quand les livres reviennent, donc l'évaluation, l'expertise revient au niveau du conseil, à ce moment, on choisit le livre qui a eu la meilleure note. Et c'est celui-là, un seul livre, qui devient donc commun à tous les établissements. À ce moment-là, donc, on peut interpeller les éditeurs. On leur donne un cahier de charges. Celui qui l'assume mieux, c'est lui qui édite le livre. Ça fait que les librairies n'auront pas de problème. Parce que quand il y a 3 livres au programme, même si vous avez une maison aussi grande que la CATV, vous allez stocker tous ces livres-là où? Parce que ce n'est pas le même livre pour la même matière. Il vous faut donc un stock énorme. C'est pour ça qu'il y a des ruptures. L'éditeur va éditer, il va produire les livres. Quelle assurance a-t-il que ces livres-là seront écoulés? Le libraire qui va acheter, qui va prendre les livres pour vendre. Merci. Nous écoutions donc là Monsieur Paul Ambiono qui est représentant du syndicat national autonome de l'éducation et de la formation. Retour au livre unique. C'est une proposition que vous partagez, Raphaël? Oui, puisqu'on a fait l'école avec le livre unique. À l'époque, par exemple, pour le français, on avait un livre, mon livre unique de français. Et Lucrèce, pourquoi ne pas revenir à ce système? Et ce que je commençais à développer tout à l'heure,